Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Approche historique et théorique. Véronique Labro. Doyen de l'UFR de droit et de sciences économiques de Brest. Réflexion sur la patrimonialisation. Ou quand la fabrication des pairs peut éclairer le recours intensif à la notion de patrimoine en droit de l'environnement naturel et culturel. Depuis les années 70, mais surtout peut-être depuis 15 ans, l'on ne cesse de s'étonner du recours intensif, presque systématique, à la notion de patrimoine dès lors qu'il s'agit de protéger une espèce en voie de disparition, une usine désaffectée ou un tableau de maître. On ne cesse aussi par ailleurs de s'interroger sur ce qu'est cette méta-référence, sous laquelle on accumule sans fin tant de choses sans rapport entre elles, autre que l'appartenance à un patrimoine. Polysémique, équivoque, leurre ontologique, le patrimoine s'affiche partout et pour tout, et pourtant si les mots ont un sens et leur répétition une valeur, sans doute faut-il réfléchir sur les raisons du recours à un concept, faut-il le rappeler, d'abord juridique et alors relativement précis. Dès l'introduction de l'ouvrage Patrimoine en folie, dont il assura la direction, Henri-Pierre Jeudi rapportait la proposition de Pierre Legendre pour qui la référence au concept de patrimoine semble s'éclairer avec l'idée d'une fabrication des pairs. Sans prétendre aucunement tenter d'expliquer ici ce que Pierre Legendre sous-entendait dans cette proposition, il s'agit tout simplement de se saisir de cette expression sidérante qu'est la fabrication des pairs, dans ce qu'elle peut signifier, pour essayer de réfléchir à ce qu'il convient d'appeler le développement de la patrimonialisation, dans un domaine précis, celui du droit de l'environnement naturel et culturel. S'agissant notamment des éléments naturels, mais ceci devrait s'appliquer désormais aussi au patrimoine non naturel de plus en plus important quantitativement, le recours à la notion de patrimoine a souvent été jugé comme principe de légitimation d'une action de protection de l'environnement longtemps considérée comme seconde par rapport à celle de développement économique. Cette fonction de légitimation s'impose d'autant plus que le système juridique de protection souffre encore d'un déficit d'effectivité. Si le patrimoine, dans sa plus large acception de facteur d'identité, est élément structurant d'une culture et créateur de sens, et s'il est étymologiquement vrai que patrimoine vient de pairs, il est intéressant de rechercher en quoi la référence à ce que les pairs ont fabriqué peut être une clé de légitimation de l'action même de patrimonialisation. Mais l'expression fabrication des pairs ne renvoie pas seulement à ce que les pairs ont confectionné, elle renvoie aussi à la manière dont les pairs eux-mêmes sont fabriqués dans cette aventure patrimoniale. Placer ainsi le patrimoine du côté du construit, et non d'un réel naturel, permet sans doute l'effectivité de la conservation qu'il vise, patrimonialisation et légitimité de l'action. La référence à ce que les pairs ont fabriqué est légitime un pouvoir conforme aux aspirations des gouvernés, ce qui lui vaut l'assentiment général et l'obéissance spontanée. Pour endiguer l'efficacité souvent médiocre, notamment en matière d'environnement naturel, de l'action juridique de protection, le droit propose, au-delà des instruments réglementaires, le patrimoine, une référence destinée à prendre une place pivot dans le discours de légitimation de cette protection. Cette référence faisant figure de mythe mobilisateur, doit pouvoir intégrer l'exigence de protection presque gratuite, désintéressée de l'environnement naturel et culturel. Cette légitimité pourrait être issue du recours même au patrimoine, affectant une autorité à la protection et des limites à la destruction. Les liens entre autorité et légitimité sont en effet indéniables puisque la légitimité est la source et la justification de l'autorité. Mais où chercher cette source de l'autorité, sinon dans son lien avec l'image du père ? 1.1. Certes, à une époque où l'on a depuis 30 ans annoncé la société sans père, il peut être incongru, contradictoire en tout cas, de se fonder sur une référence au père pour expliquer les raisons d'un recours aussi banal, aussi fréquent, aussi allant de soi à la notion de patrimoine dès lors qu'il s'agit de protéger la nature ou les éléments de la culture. Pourtant, n'est-ce pas là une fabrique de la limite ? 1.2. La référence au père, l'autorité du patrimoine. La conservation des monuments comme des écosystèmes ne peut être effective que si elle a autorité. Cette autorité vient aussi de la référence au patrimoine, c'est-à-dire de la référence au père. Car même dans les décombres du pater familias,
l'idée selon laquelle le Père, nom de Dieu en Occident, est détenteur de l'autorité, prescripteur de la loi demeure. Il y aurait dans le patrimoine un mode de représentation qui renvoie au modèle de la tutelle, calqué sur la représentation des droits de puissance paternelle. Monsieur Cornu, rappelant que l'éveil de la conscience patrimoniale se fait autour de la Révolution, quand la destruction massive des symboles des pouvoirs politiques et religieux provoque l'indignation et en accélère le mouvement, ajoute que l'édiction à quelques semaines d'intervalle de 2 textes contraires, le premier encourage les destructions, le second les interdit, marque un premier geste politique en faveur de la protection du patrimoine. Ce dernier serait ainsi né à une époque où la tentation de faire du passé table rase était forte, où l'on connaît la première grande rupture préfigurant celle de 1970, quand la puissance paternelle fait la place à l'autorité parentale. Faut-il rappeler en effet que c'est dans ce cadre de révolution sociale et politique que l'exécution du roi prendra forte portée symbolique et installera une faille dans le statut de l'autorité des pères, puisqu'en coupant la tête de Louis XVI, la République a coupé la tête de tous les pères. Pourtant, alors que l'on organise ce parricide à l'échelle sociale, la société concernée, saisie par le vandalisme touchant les palais, les châteaux et hôtels de France semble ressentir le besoin de conserver des traces de son passé. Les destructions folles, rageuses et passionnelles d'objets symboliques font naître par contre-coup des attachements nouveaux. L'ambivalence entre respect du père et haine du père réapparaît. La culpabilité des fils tuant le père de la horde primitive s'installe, faisant surgir une sorte d'obéissance rétrospective. L'autorité du père est alors d'une certaine manière maintenue et fondée sur une hiérarchie, dont chacun, celui qui commande et celui qui obéit, reconnaît la justesse et la légitimité et où tous deux ont d'avance leur place fixée. L'autorité du patrimoine trouve sa légitimité dans le schéma familialiste. Dans ce schéma hiérarchisé, au plan d'une génération, les niveaux ne sont pas interchangeables. Il ne peut se faire que les enfants aient précédé les parents. L'autre monde de l'autorité, c'est toujours celui de la génération ou des générations d'avant nous, alors que nous n'étions pas encore nés. L'autorité procède toujours d'un temps antérieur. Par là, c'est une dimension à jamais inaccessible à nos sens, c'est l'autre monde d'avant notre naissance. L'autorité du père, légitimant la protection, s'exprime alors à travers le patrimoine, comme une forme de coercition par la raison, principe légitime de contrainte sans user de moyens externes de violence. Les débats actuels sur le principe de précaution et l'équité intergénérationnelle, particulièrement représentatifs dans la démarche de patrimonialisation, reliés directement au principe responsabilité, démontrent à quel point notre société cherche de nouvelles formes du raisonnable, du juste. Si l'autorité ainsi conçue est celle de père symbolique, représentée, car jamais rencontrée par hypothèse, elle prend plus facilement la forme d'une obéissance dans laquelle les hommes gardent leur liberté. Ce détachement formel des fils présents par rapport à ces pères d'hier permet une plus grande effectivité de la protection puisque l'autorité de ces derniers est bel et bien, plus qu'un conseil et moins qu'un ordre, mais un avis auquel on ne peut passer outre sans dommage, réduisant ainsi la pression des pères à la fabrication de la limite à l'action des fils. I-2 La référence au père, la fabrique de la limite. Fabriquer l'homme, c'est lui dire la limite. Fabriquer la limite, c'est mettre en scène l'idée du père. Référer au père par l'intégration dans un patrimoine, les traces du passé retenues supposeraient que l'on ne les détruisit pas, parce que ceci toucherait symboliquement à l'un des interdits fondamentaux, celui couvrant toute forme de ce crime incroyable, par lequel on prétend anéantir l'ordre du monde, le parricide. Ainsi, plus largement, l'énigme du patrimoine et l'évolution historique de son statut peuvent s'éclairer par le refus moderne d'assumer la destruction. Détruire est un geste dont la réalisation et la signification ne sont pas socialement supportables sans médiation. La délégation de la conservation à la puissance publique, à l'institution par excellence, peut-être à un père institutionnalisé, est d'ailleurs emblématique de ce point de vue. Il y a donc dans la démarche de patrimonialisation, l'expression de l'obligation de conserver et de protéger, c'est-à-dire l'expression de l'obligation d'empêcher la destruction de ce qui doit être élément d'un patrimoine. Le droit du patrimoine, droit de la gestion en bon père de famille, est en effet un droit d'interdiction, de limite, limite au droit de propriété, aux possibilités de modification ou de destruction notamment.
Le patrimoine apparaît alors comme d'abord constitué de monuments, édifices, ensembles mobiliers ou éléments remarquables des espaces naturels ou paysagers menacés de dégradation, de disparition ou de dispersion. Dans ces conditions, et depuis la Révolution, la constitution des patrimoines suppose pour leur conservation un certain nombre de sacrifices de la part de ceux qui les constituent, sacrifices auxquels ils se sentent obligés, quand bien même l'utilité de la protection peut parfois se poser, et alors même que la destruction et la ruine de l'inutile est une loi de la nature. Mais la culture intervient pour annuler ou retarder cette loi, au nom d'impératifs plus élevés. Par l'attachement patrimonial, nous nous créons à nous-mêmes de grandes difficultés. Peut-être faut-il rappeler que dans toute société le patrimoine se reconnaît au fait que sa perte constitue un sacrifice, et que sa conservation suppose des sacrifices. C'est la loi de toute sacralité. Si le droit de la protection de la nature et du patrimoine culturel est ainsi historiquement né de la violence, dans un schéma destruction-protection, la patrimonialisation est, elle, représentative d'un schéma plus complet destruction-protection-construction. La fabrication ainsi faite des pairs est alors susceptible d'assurer par là l'effectivité recherchée de cette conservation. 2. Patrimonialisation et effectivité de la conservation. La manière dont les pairs sont fabriqués. Si la question du patrimoine est aussi celle du rapport aux pairs, elle peut se résoudre, et le patrimoine se dissoudre, dans l'autonomisation des fils par rapport aux pairs, donc dans une certaine destruction des traces du père. Pour autant, le recours à la notion de patrimoine paraît particulièrement apte à assurer la préservation de certaines d'entre elles, donc l'effectivité de la protection d'éléments tant naturels que culturels, bien plus que celle d'héritage souvent évoquée en la matière. 2 raisons peuvent alors être avancées. D'une part, le patrimoine ainsi conçu serait moins un ensemble de biens légués par les générations passées qu'un ensemble de biens choisis, fabriqués comme représentation de leur passé et donc de leur identité par les générations présentes. Le patrimoine est moins hérité des pères que choisi par les fils, de 1. D'autre part, le patrimoine reste une continuité entre l'être et l'avoir qui interdit de projeter sur un tel univers notre antithèse moderne du sujet et de l'objet, relié directement à la personnalité de son titulaire, émanation directe du sujet de droit. Alors qu'il soit collectif, commun à la nation ou à l'humanité, le patrimoine naturel ou culturel ainsi constitué, agencé par les générations successives leur écho substantiel, partie d'elle-même. Plus que la trace et l'héritage des pères dont le poids pourrait amener la tentation de la dilapidation, le patrimoine se présente comme la chair et la matière des fils, succédant aux fils de 2. De 1 patrimoine plus qu'héritage, le choix des fils. Historique, légendaire, remarquable, et souvent supposé représentatif, le patrimoine naturel ou culturel se voudrait la trace intacte de ce que les générations passées ont transmis et le témoignage de leur réalité. Ainsi, le patrimoine immobilier ancien constitue une bibliothèque en pierre, un livre ouvert de l'histoire et de la culture, puisqu'est patrimonial, l'édifice, le complexe architectural, le tracé qui, dans le cadre de nos vies, révèle et symbolise la lenteur de l'histoire, la longue durée. Or, relié directement au passé, à travers une construction de ce qui semble devoir être conservé au nom des pères, sans que ceux-ci aient explicité leur projet patrimonial dans un quelconque acte de transmission, le patrimoine ne serait que le produit d'une sélection de représentations sociales, celle des fils, n'hésitant pas à se livrer à un certain eugénisme patrimonial, au nom du père. La conservation des traces sert alors de réservoir pour alimenter les fictions d'histoire que l'on construit à propos du passé. Ce choix des fils dans la construction du patrimoine est sans doute d'abord évident dans le choix des critères qui font d'une chose qu'elle est ou non patrimoniale. Il est ensuite nécessaire pour assumer le poids d'un héritage qu'on ne veut pas détruire. Eugénisme patrimonial et décontextualisation. Il s'agit de savoir quel est le critère qui prévaut dans l'intégration d'une œuvre, d'un monument, d'un site dans un patrimoine. Constituer un patrimoine a en effet impliqué qu'un tri soit fait. Sur le plan du patrimoine culturel, la tentation, même désormais plus limitée, reste grande de privilégier le critère originel de l'intérêt artistique, c'est-à-dire esthétique sur la fonction de mémoire. Les œuvres d'art en effet, ainsi retenues, ne le sont-elles pas d'abord au regard du beau et d'une certaine conception du beau et de l'art, mettant entre les mains de ceux qui savent le soin de sauver ce patrimoine ?
Cette prévalence de l'esthétique est aussi remarquable s'agissant du patrimoine naturel, si l'on en croit les critères retenus pour le classement ou l'inscription des sites, à savoir présenter un intérêt général du point de vue artistique, pittoresque. Dans cette logique parfois idéologique, la conservation des œuvres et monuments a souvent supposé, notamment au XIXe siècle, restructuration et complément. Cette restauration reconstructrice et par là modificatrice, permettant l'appropriation des œuvres du passé par les générations présentes, atteint le vif de l'œuvre, éveille un doute insupportable sur son authenticité, rompt la chaîne. Elle compromet la perception de l'œuvre dans le temps, qui est la clé de tout processus. Mais surtout et même hors des musées, le patrimoine ainsi constitué, ainsi protégé, y compris dans son environnement d'origine, reste nécessairement construit, car inévitablement décontextualisé. Et Malraux de rappeler que le visage chrétien du Moyen Âge n'est pas le peuple de chair et de sang qui priait dans la nef, mais le peuple des statues. À cette décontextualisation s'ajoute le fait que l'attachement patrimonial est un attachement affectif. Le patrimoine est donc d'abord un choix d'éléments définis par une valeur autre que celle de la connaissance scientifique, 72. Et la chose patrimoniale se réduirait, désormais à être un support des significations dont l'investissent ses conservateurs, d'une part et ses visiteurs de l'autre, et qui ne sont pas toujours concordantes. Sa nouvelle fonction est une fonction signifiante. Elle est devenue un système de sémiophore, objet porteur de caractères visibles susceptibles de recevoir des significations. Sans doute, est-ce parce que souvent lorsqu'il s'agit de définir le patrimoine, peu pensent en termes lexicaux, mais évoquent plutôt certaines images et certains sons, remémoration des aspects d'un héritage indivisible et qui font partie de l'expression et du tissu même de notre civilisation. Alors on peut dire que le patrimoine ainsi conçu fait figure sous certains aspects de cet alphabet universel et intemporel, qui nous permet de graver notre propre stèle. Si nous arrachons au décombre toutes les formes de l'humain, ce n'est pas pour nous soumettre à elles, mais pour les annexer. Un lien nouveau se crée, fondé non plus sur ce que les œuvres ont dit, mais sur ce qu'elles nous disent. De la réalité, Gromer estimait qu'elle se conquiert et se mérite, elle n'est pas donnée, puisque ne nous est accessible que ce qui est devenu nous. Il faut que ce qui est autre passe en nous et cesse d'être autre. Il en va sans doute de même du patrimoine, un peu comme si l'on laissait ce dernier se définir lui-même, en attendant que demandent assistance ceux qui estiment posséder une partie de l'héritage digne d'être sauvegardée. De plus en plus, l'idée se développe que mérite d'être conservé ce qui suscite dans le peuple suffisamment de dévouement et d'énergie pour dégager et financer les initiatives salvatrices, le patrimoine devenant cet héritage artistique et monumental où on peut se reconnaître. D'aucuns pourtant s'interrogent sur ce que deviendra par exemple l'immense parc de chapelles et églises peu à peu privé du support naturel qu'est la présence des fidèles. Essentiel au paysage, il ne devrait pas disparaître, et font état de ce Q'. Une enquête récemment publiée en Grande-Bretagne expose avec clarté les destructions inévitables, les réemplois possibles, tout en soulignant l'ampleur effrayante de l'héritage, dont nous ne prenons connaissance que pour en être embarrassés. Le poids de l'héritage. Dans une logique de recherche de l'effectivité de la protection par le patrimoine, il faut gérer la question du poids de l'héritage transmis de génération en génération, pour celles qui héritent, comme pour celles qui lèguent. Être héritier crée des obligations, et la protection des éléments patrimoniaux suppose l'irrévocabilité de celles-ci. Or, il ne faut pas sous-estimer la charge identitaire et symbolique du patrimoine. Plus le projet de transmission aura été explicite, au travers des sacrifices consentis par la constitution du patrimoine et des discours visant à en souligner la signification, moins le patrimoine pourra tenir sa fonction stratégique en raison de l'encadrement très précis du jeu de règles et d'obligations qui pèsent sur son usage, sur son entretien et sur sa retransmission. Le poids de l'héritage peut alors provoquer une attitude de refus des obligations, refus de se couler dans le moule identitaire proposé. Paradoxalement alors, le patrimoine peut le plus aisément remplir sa fonction d'adaptation et de base stratégique pour celui qui en hérite si le projet de transmission n'a pas été appuyé ou même explicité, si l'héritage apparaît comme quelque chose de laissé, un peu comme si les fils avaient hérité sans transmission. De son côté, la génération qui lègue ne consentira au sacrifice inhérent à la constitution du patrimoine
que si elle a par ailleurs l'assurance que ce dernier sera préservé. Le projet de conservation impose la croyance socialement organisée et instituée, en son caractère irrévocable. Si la patrimonialisation répond à un projet de perpétuation et de survie, alors, il faut limiter l'investissement patrimonial par anticipation d'une possible déception ou de la vanité éventuelle du projet de transmission lui-même. Les débats sur l'équité intergénérationnelle revendiquent aujourd'hui qu'il convient éviter la tyrannie des morts. Et à supposer que les morts aient laissé un projet de transmission patrimoniale explicite, il est peu probable que les générations actuelles ne s'accordent sur rien avec les desiderata des générations précédentes. Pour autant qu'il y ait une convergence d'idées sur au moins 20% de la valeur du panier d'héritage, ce qui est probable, une telle règle de prise en compte des desiderata des morts ne fera aucune différence par rapport à un principe d'indifférence aux volontés des morts. Ce principe d'indifférence à la volonté des pères, réglant la question du poids de l'héritage, n'implique pas pour autant l'abandon d'un objectif de respect envers les générations passées, rendant alors compte de la dialectique limite-transgression. Car si un certain attachement affectif nous relie aux édifices et aux objets qui ont eu leur raison d'être dans un temps révolu, c'est peut-être que leur singularité est moins dans la valeur explicite du signe que dans l'activité dont ils attestent le déploiement et la durée. Ils s'imposent à nous comme la matrice des signes et des symboles. Nous n'éprouverions pas la même émotion en présence de ces ouvrages, sans une sacralisation obscure. Cette sacralisation, implicite dans la patrimonialisation, assure sans aucun doute la légitimation de l'action de protection en lui affectant comme raison d'être la survie de l'espèce humaine. 2-2 Patrimoine plutôt qu'héritage, la chair et la matière des fils. Si le patrimoine représente un lien avec les pères, il peut pâtir de ce qu'aujourd'hui soit le temps de la conquête enfin parachevée de l'autonomie individuelle. Absolue. Totale, celui où la servitude du lien et du collectif est brisée enfin. Autonome, chaque homme est désormais le législateur de sa propre existence, il ne doit plus rien à personne. Or, le lien n'est pas le contraire du sujet autonome, il le constitue. Il permet au moi lui-même d'exister. Je suis forcément un héritier, redevable à l'autre de ce que je suis. La référence au lien signifie que l'existence de l'autre n'est pas seulement cette limite posée à ma toute-puissance. Elle est bien plus que cela. Elle est une composante de ma propre substance. D'ailleurs, en admettant même que l'autorité paternelle soit désormais radicalement remise en cause, la perte de solidité du monde, qui politiquement est identique à la perte d'autorité, n'entraîne pas, du moins pas nécessairement, la perte de la capacité humaine de construire, préserver et prendre à cœur un monde qui puisse nous survivre et demeurer un lieu vivable pour ceux qui viennent après nous. En cela, la référence au père et la construction du patrimoine, au-delà de cette fonction ontologique, permet un processus vital, nécessairement puisque juridiquement le patrimoine naît et disparaît avec la personne. Le monde est généalogiquement organisé, et la généalogie est un savoir de conservation de l'espèce humaine, un savoir qui permet à l'homme d'habiter l'abîme. Cette réalité de la finitude ne peut être acceptée, et la vie n'est vivable que par la mise en place de références, de procédures rendant symboliquement les choses infinies. La patrimonialisation tant culturelle que naturelle y concourt grandement. La mise en scène d'objets du patrimoine culturel, originellement proche de la représentation du patrimoine aristocratique, inscrit ainsi les générations présentes dans une lignée, dans un collectif de générations, sorte d'immortalité. Ceci se fait à une époque où tout ne va pas bien, où la continuité a été rompue et l'identité, morcelée, et où pour beaucoup de gens, l'héritage n'est pas ce dont on a hérité, mais ce qu'on a perdu, quelque chose que l'on ne peut retrouver que grâce aux simulacres fabriqués par l'industrie de l'héritage. La référence au patrimoine n'est alors pas neutre puisque l'humanité l'a toujours su, en Occident comme partout, cette étrange loi de l'espèce, la loi de l'image qui fait vivre la vie, l'image du Père, l'humanisation de l'homme c'est cela, l'échafaudage qui construit l'image du Père, alors que dans le même temps, la fabrique de l'homme partout sur la planète est la fabrique des fils de l'un et l'autre sexe, et que par les montages du droit, les États organisent que les humains cèdent la place à d'autres humains pour que les fils de l'un et l'autre sexe, succèdent aux fils. Symptomatique reste de ce point de vue,
la théorie du legs par substitution ou encore le sort longtemps réservé aux portraits de famille dans les successions. Symptomatiques sont aujourd'hui les limites apportées aux règles de la propriété et aux droits des créanciers s'agissant des choses inscrites au patrimoine, ou encore les réductions voire les exonérations des droits de succession touchant les éléments du patrimoine monumental. Garder vivants, même en traces postulées, ceux qui sont morts, donner à ceux qui ne vivent pas encore les moyens éventuels de le faire devient alors aussi un des enjeux du patrimoine. La patrimonialisation de la nature est elle aussi indiscutablement établie pour permettre la survie culturelle, mais aussi et surtout physique des générations présentes et la vie des générations futures. Servi par la référence fréquente à la biosphère, le droit de l'environnement se doit de préserver ainsi l'espace dans lequel vit l'homme, et toutes les conditions nécessaires au maintien de cet espace. Parce que l'infanticide est tout autant interdit que le parricide. Rappelant l'origine de la cérémonie de la ligature, P. Legendre conclut que ce récit du renoncement dit le fond des choses de toute filiation, que le meurtre ne doit pas s'accomplir. Si le patrimoine est une action culturelle construite, il semble que notre époque souffre, pour reprendre l'expression de Françoise Choët, du syndrome du patrimoine. Ce système de conservation, dans lequel tout peut être digne d'être conservé, aboutit à une accumulation d'objets hétéroclites particulièrement encombrants. Bien que nous sachions à terme notre défaite certaine, nous nous évertuons à maintenir en vie les siècles passés dans ce qu'ils ont laissé debout sur notre sol. Bien plus nous ne cessons d'alourdir ce fardeau, en ajoutant au legs des temps révolus ceux du siècle qui vient de finir. Bientôt on classera ce qui vient à peine de sortir de terre. Cette attitude boulimique pourrait trahir l'angoisse d'une société qui ne connaît plus l'expérience, et qui se retrouve impuissante pour construire son futur. Peut-être, la référence au père permettra-t-elle, puisque le père a le rôle de tiers séparateur, de faire le deuil d'un présent peu engageant. Par Jacques Mullier. Professeur d'histoire du droit, Université Paris X Nanterre. La paternité dans l'œuvre de Denis Diderot. Archaïsme et modernité, conservatisme et révolution. Traiter de la paternité chez Diderot peut paraître assez simple puisqu'il a lui-même mis en lumière ce thème qui constitue le ressort essentiel de son théâtre, au moins pour les pièces qu'il a pris la peine d'achever. Le Fils naturel et le Père de famille, publiés en 1757 et 1758. Ces deux titres, si on les traduit dans la langue du droit, définissent en effet la paternité sous ces deux aspects essentiels. D'une part la paternité hors mariage qui produit des enfants dits naturels par les juristes, d'autre part la paternité dans le mariage qui produit des enfants dits légitimes, d'un côté donc des filles et des fils naturels et de l'autre des filles et des fils de famille, pour reprendre la terminologie de l'ancien droit, celui d'avant la Révolution de 1789. Cette distinction présente une importance extrême dans la société du XVIIIe. En effet, à la condition d'enfant légitime correspond l'aptitude à la succession. En d'autres termes, l'enfant naturel, le bâtard, est exclu de la succession de ses auteurs. Littéralement et juridiquement, comme le disent les juristes de ce temps, le bâtard, s'il a des parents, n'a pas de famille. Et l'on peut d'ores et déjà remarquer, dans les titres que Diderot donne à ces deux pièces, l'opposition entre nature et famille, opposition bien connue de l'ancienne société où le bâtard est considéré comme l'enfant de la nature, souvent qualifié des enfants de l'amour, par opposition au fils ou à la fille de famille, sur qui pèse l'autorité du père de famille, celui qui transmet certes la vie mais aussi le nom et la fortune, opposition au niveau de la cellule de base de cette société entre l'état de nature et état social, entre nature et culture. Il n'est certes pas indifférent que Diderot ait fait de la paternité le ressort de son théâtre, que, voulant renouveler le genre, créer une nouvelle poétique, il est vu dans la paternité l'occasion de la mettre en pratique. Très certainement le théâtre présente pour Diderot une importance extrême. Dès 1748, dans les Bijoux indiscrets au chapitre intitulé « Entretien sur les lettres », Denis Diderot esquisse ce que devrait être le théâtre de son temps. Il y critique la dramaturgie classique et annonce la naissance d'un nouveau théâtre d'un genre nouveau qu'il nomme lui-même « tragédie domestique ou bourgeoise ». Ces thèmes sont repris et développés dans les Entretiens sur le Fils naturel, parus en 1757,
dans le discours sur la poésie dramatique à la suite du Père de famille en 1758 et dans le Paradoxe du comédien. Le théâtre est ainsi pour Diderot un souci constant, l'occasion d'affirmer sa modernité, le lieu où s'exprime l'esthétique nouvelle. Avec certitude, la réussite au théâtre lui paraît être le véritable titre de gloire d'un auteur, au moins jusqu'en 1761. À partir de cette date, en effet, ainsi que l'écrit Pierre le Pape, l'écriture cesse pour lui d'être un art du discours, une manière de communiquer, de plaire pour convaincre. Désormais, Diderot, en s'interdisant de publier Le Neveu de Rameau, parie sur la postérité. Quoi qu'il en soit, lorsqu'il célèbre Voltaire, dans ce dernier ouvrage précisément, c'est essentiellement pour avoir été l'auteur du Mahomet. Diderot de ce point de vue est bien de son époque. La plupart des auteurs au XVIIe et XVIIIe siècle ont d'abord demandé la gloire à la scène. S'y ajoute chez Diderot la fougue de l'encyclopédiste, celle du philosophe militant, et c'est bien ce qu'ont vu d'abord et avant tout ses contemporains dans ces deux pièces. Le théâtre de Diderot en 1757 à 58 est par nature brûlot. L'esthétique nouvelle qu'il propose est inséparable du combat encyclopédique, en témoigne avec évidence toute la scène 3 de l'acte 4 du Fils naturel entre Dorval et Constance, et notamment le passage suivant « Les temps de la barbarie sont passés. Le siècle s'est éclairé. La raison s'est épurée. Ces préceptes remplissent les ouvrages de la nation. Ceux où l'on inspire aux hommes la bienveillance générale sont presque les seuls qui soient lus. Voilà les leçons dont retentissent nos théâtres et dont ils ne peuvent retentir trop souvent. Cette scène est terriblement philosophique, et ce que recherche Diderot, à l'évidence, c'est une tribune, c'est toucher un public bien plus large que celui constitué par le lecteur de l'encyclopédie. Le théâtre nouveau doit être un instrument d'éducation populaire, et c'est bien évidemment ce que lui reprochent les ennemis des philosophes, au premier rang desquels Palissot qui écrit dans ses petites lettres sur les grands philosophes. N'y a-t-il donc rien d'original dans sa pièce ? Je vous demande pardon, madame. Et c'est précisément ce qu'il y a de plus minutieux, de plus mauvais. C'est ce jargon philosophique et glacial, mis toujours à la place de ce que les acteurs devraient dire. C'est un dialogue symétriquement uniforme où tous les acteurs se répliquent par sentence, et dès lors ce n'en est plus un, car nulle part on entend de pareils entretiens. Ce qui est bon n'est pas nouveau, ce qui est nouveau n'est pas bon. Je ne suis pas Palissot, et quelle que soit mon admiration pour Denis Diderot, il n'est pas question pour moi de porter un jugement littéraire sur la qualité de son théâtre, je ne suis qu'un juriste. Par contre, en tant que tel, il m'importe de savoir pourquoi il a choisi la paternité comme thème essentiel, à tout le moins comme le thème déclaré, évident de son théâtre. Il y a bien sûr pour expliquer ce choix, et l'historien que je suis aussi y est bien sûr sensible, la prise en compte par Diderot, du changement sociologique qui se produit au XVIIIe siècle dans la fréquentation des théâtres. C'est Daniel Coche qui constate dans son pertinent commentaire des mémoires de Jacques-Louis Ménétral, compagnon vitrier, l'extraordinaire vogue populaire du théâtre des années 1750 à la Révolution. Ce qui est nouveau, cette tragédie domestique ou bourgeoise que se propose de créer Diderot correspond bien évidemment à ce phénomène. Aussi bien le même Daniel Roche met précisément en parallèle le goût populaire pour le théâtre à partir du milieu du siècle, avec, je le cite, la grande pantomime qu'est Le Neveu de Rameau, et chacun sait l'importance que Diderot attachait à la pantomime dans le théâtre qu'il voulait créer. Prendre la paternité pour sujet de ses pièces lui permet de toucher tous les publics. Il y a ensuite, et même un juriste peut bien en rendre compte, le fait que la paternité constitue à l'évidence une excellente illustration de sa théorie des conditions qui doivent se rapprocher de celles des spectateurs, d'où le choix de la paternité, ainsi que l'écrit Diderot lui-même à la fin du dernier entretien sur le Fils naturel, le beau sujet que le père de famille. C'est la vocation générale de tous les hommes, conditions, qui sont de deux sortes, les états et les relations par opposition au caractère et aux passions du théâtre classique. Que la paternité soit un état, il n'en faut pas douter. Dans la société occidentale, depuis les origines, c'est même le seul état possible pour l'homme, s'il veut remplir le plan de Dieu sur lui, sauf à entrer dans les ordres. Sur ce point, Diderot ne fait que reprendre la tradition catholique, mais en la laïcisant par le recours à la nature qui veut que tous les hommes soient pères, ce qui permet d'attaquer la religion catholique qui fait de la chasteté un état supérieur, confère. La religieuse,
et de considérer le célibataire comme un être inutile à la société qui apparaît ainsi comme hanté ou dominé par le père. Cela tient aussi à la nature du pouvoir politique. Le roi est père, le roi est le prototype du père et la famille reproduit au niveau le plus simple de l'organisation sociale ce modèle. Les conditions qui sont donc des états engendrent des relations, et ici encore, la paternité illustre à merveille les théories diderotiennes. Comme s'écrit Dorval toujours au 3e entretien sur le fils naturel. Ajoutez à cela la description du statut de la paternité, toutes les relations, le père de famille, l'époux, la sœur, les frères. Le père de famille. Quel sujet dans un siècle tel que le nôtre où il ne paraît pas qu'on ait la moindre idée de ce qu'est un père de famille. Diderot entend bien définir ce qu'est l'état d'un père de famille, et cet état comporte des devoirs dont il lui semble qu'ils sont largement ignorés. En bref, Diderot entend définir comment on devient père et comment un père digne de ce nom se conduit à l'égard de ses enfants. En traduisant ce projet dans la langue du droit, il s'agit pour lui de définir, d'une part, le critère juridique de la paternité, c'est-à-dire comment on devient père, et de définir, d'autre part, le statut juridique de la paternité, c'est-à-dire, à quoi doit servir un père. En bref, l'état et le statut. Et c'est là que l'on peut se demander si un juriste est bien qualifié pour se livrer à semblable analyse. En effet, il n'y a rien de plus bête qu'un juriste lorsqu'il se trouve en face des mots. Je veux dire qu'il ne peut pas faire autrement que de croire à la valeur des mots. Pour lui, les mots ont un sens et n'en ont qu'un, ce qui est dit, et ce qui est dit engage dans la mesure stricte de ce qui a été dit, comme le disait Loisel. On lit les bœufs par les cornes et les hommes par des mots. En bref, le juriste ne peut faire autrement que de prendre les mots au pied de la lettre. Vouloir appliquer ce type de compréhension juridique des mots à une pièce de théâtre peut bien alors paraître stupide, à tout le moins inadéquat. La vision théâtralisée de la paternité ne peut pas être celle de Diderot non plus auteur dramatique mais homme, c'est celle qu'il a estimé contenir une charge émotionnelle telle qu'elle pourrait emmener les auditeurs au-delà d'eux-mêmes, car c'est bien ce qu'il se propose d'obtenir. En bref, les nécessités de la théâtralisation ne peuvent que brouiller les yeux du juriste. Encore est-il vrai que dans la société d'Ancien Régime le père est nécessairement théâtralisé, littéralement mis en scène, comme le roi père l'est dans sa cour. Au reste, cette théâtralisation du père est peut-être, et sans doute, une des qualités intrinsèques de la paternité à cette époque. Voyez La vie de mon père de Rétif de la Bretonne. Voyez encore les lettres de cachet étudiées naguère par Arlette Farge et Michel Foucault et qui démontrent qu'une des qualités du père réside précisément dans une sorte d'exaltation de son autorité, celle mise en scène dans les tableaux de Greuze admirés par Diderot. Théâtralisation du père qui, pour sauver la paternité en quelque sorte, fait appel à celle du roi et cela dans tous les milieux sociaux. Et nous en arrivons à la troisième raison pouvant expliquer que Diderot ait mis la paternité au centre de son théâtre, l'existence de son propre père et la manière dont il concevait la paternité. Diderot s'est heurté à son père, a méconnu son autorité, s'est marié sans son consentement après s'être échappé de la prison où il se trouvait par ordre du père. Bref, il sait de quoi il parle et je vous renvoie sur ce point à l'histoire littéraire. Ainsi donc la paternité occupe la première place dans le théâtre de Diderot, mais pour éviter le danger de la théâtralisation en ce qu'elle brouille nécessairement la lecture du juriste, je me suis penché avec attention sur le reste de l'œuvre, et je me suis aperçu qu'en dehors des écrits purement philosophiques, à l'exception des bijoux indiscrets, les grandes œuvres romanesques de Diderot nourrissaient un rapport parfois très étroit avec les problèmes posés par la paternité à son époque, cela est vrai de La religieuse, du Neveu de Rameau, et même de Jacques le fataliste. Cette multiplicité des approches me paraît démontrer l'importance que revêt la paternité pour Diderot, et elle permet au lecteur, du fait même de la multiplicité des genres littéraires donc des angles de vision, de rendre un compte probablement assez exact de ce que l'homme Diderot pensait réellement de la paternité. Or l'homme est aussi un père, et quel père ? Sa correspondance fourmille de notations voire de discours sur la paternité et dès son plus jeune âge, Diderot se préoccupe de l'avenir de sa fille. Il a songé, écrit le pape, dès la naissance d'Angélique, à l'établissement de sa fille, à des mariages possibles à des gendres potentiels. Et le même note encore que Denis s'occupera jusqu'à la manie de l'éducation de sa fille, de sa préparation à la vie, de ses rencontres, de ses prétendants, de son mariage, de la prospérité matérielle du couple.
Je ne veux pas tomber dans le travers qui veut qu'une correspondance dévoile la vraie nature de son auteur, car on écrit toujours pour quelqu'un et toujours on se met en scène et Diderot bien plus qu'un autre. La théâtralisation, la mise en scène sont inhérentes à sa manière de penser et d'écrire et cela est particulièrement net dans la correspondance adressée à Sophie Voland dont la nature pourtant autorise à penser qu'elle n'était pas destinée à être publiée. Néanmoins et même s'il arrive à Diderot de s'arracher à lui-même des larmes en se désolant d'un conte qu'il se fait, sa correspondance permet en tout cas de comprendre comment il vivait sa paternité et autorise donc à mettre en évidence des éventuelles distorsions entre les discours tenus dans les œuvres de fiction et la réalité de la paternité vécue. Reprenons l'ensemble des œuvres traitant de la paternité, c'est-à-dire et chronologiquement, Le Fils naturel 1757, Le Père de famille 1758, La religieuse 1760, Le neveu de Rameau dont la première ébauche date de 1762 et enfin Jacques le Fataliste dont la première rédaction date de 1771. Comment y apparaît la paternité ? Peut-on en déduire une typologie de la paternité, chez Diderot ? Pour la première œuvre, force est de constater qu'elle n'apparaît guère ainsi que l'avait déjà constaté Palissot. Une des singularités de ce chef-d'œuvre c'est son titre. Cela s'appelle Le Fils naturel, on ne sait pourquoi. Vous connaissez, madame, la marche de la pièce. La bâtardise de Dorval influe-t-elle en rien dans l'ouvrage ? Fait-elle un événement ? Amène-t-elle une situation ? Fournit-elle seulement un remplissage ? Non. Le père, Lysimon, n'apparaît qu'à la fin, comme un Deus ex machina, et la comparaison avec le dénouement du Tartuffe est un lieu commun de la critique littéraire. Le père apparaît comme si peu nécessaire que Diderot soi-même, dans les entretiens sur le Fils naturel, donne une autre version de la fin de sa pièce. Sans l'intervention du père Deus ex machina, Dorval se suicide, et Constance, Rosalie et Clarville sombrent dans le malheur. En quelque sorte le Fils naturel, c'est le drame du père absent ou de l'absence de père. En ce qui concerne le père de famille, la paternité légitime cette fois, y apparaît en pleine lumière. Saint Albin est un enfant né du mariage de ses parents, il est donc soumis à la puissance paternelle. Il est fils de famille destiné à continuer la lignée et c'est pour cela que son père a convolé en justes noces, c'est pour cela que son père l'a engendré. Pour des raisons historiques, le conflit entre le père et le fils se cristallise au moment où ce dernier entend à son tour convoler en justes noces. Du fait de la législation royale en la matière, législation qui naît au XVIe siècle et qui se précise et se renforce au fur et à mesure qu'on avance dans l'Ancien Régime, le fils de famille ne peut se marier sans le consentement de ses pères et mères s'il est mineur de 25 ans et passé cet âge, sans faire des sommations respectueuses à ses parents d'avoir à entériner son choix. La sanction est extrêmement vigoureuse. Si le fils de famille passe outre, il peut être enfermé et ou déshérité. Le père dans cette législation apparaît comme le père qui commande et qui entend être obéi, le gardien de l'orthodoxie familiale, de la puissance de la lignée, de l'honneur et du nom. Toute l'éducation de l'enfant est relative à la stratégie de la famille. Il doit obéir au père gardien de la tradition, reflète au niveau le plus simple de l'organisation sociale, la famille, d'une société qui privilégie l'intérêt du groupe sur celui de l'individu, mais en 1750 le père est aussi celui qui aime son enfant, qui a voulu en faire un homme en récusant la voie de l'autorité au profit de celle de la raison et du sentiment. Ici le père est présent mais il ne sait plus quel père il est. Plus précisément il hésite entre son rôle traditionnel et son rôle nouveau. Entre le père tonnant et le père aimant il ne sait pas choisir et c'est là le ressort du drame. Père naturel, père absent, père légitime, père trop présent, jusqu'ici rien que de bien connu mais avec la religieuse, Diderot met en scène une troisième espèce de paternité où se trouvent dissociés le géniteur et le père social. Le drame de Suzanne Simonin est d'être une enfant adultérine amâtre. Son père est certes l'époux de sa mère mais il n'est pas l'auteur de l'enfant et c'est bien la cause première de son malheur. Suzanne n'a pas de père digne de ce nom. Son géniteur est mort. De toute façon il ne s'est jamais occupé d'elle. Comment l'aurait-il fait d'ailleurs puisque la mère demeure mariée à un autre qui est le père selon le droit en vertu de l'adage venu du droit romain, Pateri ecem juste nuptiae demonstrant. Le père est celui que le mariage désigne ainsi que l'énonce toujours le Code civil. Dès lors qu'il n'a pas exercé son désaveu de paternité, pourquoi a-t-il agi de cette manière ? Mais parce qu'il aime son épouse, malgré sa faute, comme le note précisément Diderot.
Ce père selon le droit, s'il accepte de remplir ses devoirs de père, se refuse à aimer l'enfant de sa femme, cette fille que le droit lui donne. En bref, le sieur Simonin est bien père de famille au sens juridique du terme et se comporte comme tel puisqu'il a donné son nom à cet enfant, qu'il l'a élevé et qu'il entend lui donner un état. Celui de religieuse, état conforme aux intérêts supérieurs de la famille Simonin. Ce sont bien là les devoirs d'un père tels que le droit les énonce à cette époque. Seulement ce père de famille ignore ce que doit être un père digne de ce nom selon Diderot, en un mot il n'aime pas sa fille. Voyons maintenant, le neveu. Ici apparemment il n'y a pas de problème. En effet le neveu de Rameau est bien le fils de son père. Même s'il n'est connu que comme le neveu du frère de son père. Comme il le dit lui-même, « Le sang de mon père et le sang de mon oncle est le même sang, mon sang est le même que celui de mon père. » Je ne connais pas de définition plus claire de la paternité par le sang. Et précisément une partie du roman cherche à élucider ce qu'est, en définitive, cette paternité par le sang. Diderot tente ainsi de définir ce qu'est la paternité à la fois sous son aspect biologique et sous son aspect éducatif. Ici la norme juridique n'est pas battue en brèche. Il est clair en effet que le neveu a un père légitime, qu'il est lui-même père comme le père de famille, comme Diderot lui-même, à la fois géniteur et père dans le mariage. Ce qui importe à Denis, c'est de discriminer s'il est possible, l'inné de l'acquis, la nature de la culture, en bref ce qui fait, quelle que soit la réponse que l'on donne à cette question, si toutefois on en peut donner une, que de toute façon on est fils de son père. Reste Jacques le fataliste et son maître. D'où venait-il ? Du lieu le plus prochain. Où allait-il ? Est-ce qu'on sait où l'on va ? Que disait-il ? Le maître ne disait rien, et Jacques disait que son capitaine disait que tout ce qui arrive de bien ou de mal ici-bas était écrit là-haut. Et moi qui ai lu et relu Jacques, si je ne sais toujours pas, tout comme Diderot, où Jacques et son maître allaient, je sais par contre, parce que selon toute apparence cela est écrit plus haut, que Jacques et son maître vont se retrouver en prison parce que ce dernier avait été condamné par un juge à être père. Après le père naturel, père de fait et non de droit, après le père de famille, géniteur et père légitime dans le mariage, après le père en vertu de la loi, père parce que cocu en quelque sorte, voici le père par décision de justice qui sait qu'il n'est pas géniteur et qui n'ayant jamais voulu être père se trouve contraint par le juge, abusé par la duplicité de la famille de son amante et de son ami, à élever, éduquer et établir l'enfant né des œuvres de ces derniers. Jacques, vous fûtes plus malheureux que moi qui payais et ne couchais point et vous voilà père d'un enfant. Le maître, auquel je n'ai pas nui. Jacques, mais que vous n'avez pas fait. Dérision de la paternité ou paternité dérisoire que celle-là car enfin le maître de Jacques n'est père ni par le sang, ni par la loi, ni géniteur ni époux de la mère et néanmoins père à la suite d'une erreur judiciaire. Quelques explications sont sans doute nécessaires pour montrer comment on en est arrivé à cette paternité aberrante. Sous l'Ancien Régime, une fille grosse en dehors des liens sacrés du mariage est tenue depuis le XVIe siècle de faire une déclaration de grossesse auprès de l'autorité. Cette déclaration débouche sur une enquête où la sage-femme joue un rôle très important du fait de ses fonctions et de l'existence de la maxime issue du droit canon, Creditur Virgini, qui veut que la désignation du géniteur par la parturiente, dans les douleurs de l'enfantement, constitue une présomption à l'égard de ce dernier. Il s'agit, d'une part, d'éviter les infanticides susceptibles d'être commis par la mère en détresse, d'autre part, autant que faire se peut, d'éviter que la charge de cet enfant retombe d'une manière ou d'une autre sur la collectivité. En d'autres termes, il importe de rechercher l'auteur de l'engrossement pour le contraindre aux frais de gésine et pourvoir à l'entretien de l'enfant car, ainsi que l'énonce Loisel à la même époque, qui fait l'enfant le doit nourrir. Si la fille grosse a été séduite, le plus souvent par de fallacieuses promesses de mariage, et abandonnée, l'actio dotis, inventée par les tribunaux ecclésiastiques et reprise par les tribunaux royaux, tend à faire condamner le géniteur présumé au paiement d'une dot pour réparer autant que faire se peut la perte de la virginité. Cet homme pouvait échapper au versement de ses dommages-intérêts en épousant, ce qui avait pour conséquence, par application de la théorie du mariage subséquent, de rendre l'enfant légitime. C'est sur cet état du droit que Diderot construit l'histoire des amours du maître de Jacques. Voici le chevalier de Saint-Ouen. Il s'agit évidemment d'un pseudonyme et le maître de Jacques qui sont devenus deux amis.
Le chevalier est un jeune escroc et le maître un jeune crétin. Le premier a une amie, Agathe, qu'il fréquente au su et vu de sa famille. Il s'agit, selon le droit, d'un cas de concubinage notoire. Il se trouve qu'Agathe est enceinte des œuvres du pseudo-chevalier et voilà la question qu'il se pose. Comment tirer profit de cette grossesse? Comment nourrir et élever à peu de frais le fruit de leurs coupables amours? Il suffit de faire endosser au maître de Jacques la responsabilité de cette maladresse. Le pseudo-chevalier de Saint-Ouen propose donc au maître, amoureux d'Agathe, de coucher avec elle en se faisant passer pour lui dans le noir. Aussitôt dit, aussitôt fait. Et voilà, bien entendu, les parents complices qui pénètrent dans la chambre font la lumière et découvrent avec toutes les marques de la désolation, leur fille et le maître de Jacques dans une position qui ne laisse aucun doute. Le maître? Je racontais au commissaire ma triste aventure. Il ne la vit pas d'un œil favorable car tout ce qui pouvait m'absoudre ne pouvait ni s'alléguer, ni se démontrer au tribunal des lois. Quoi? Monsieur, je serais forcé d'épouser? Le commissaire, épouser, cela serait bien dur, mais il y aura des dédommagements et dans ce cas, ils sont considérables. Le maître? Ni la protection du magistrat ni toutes les démarches du commissaire ne purent empêcher le cours de la justice mais comme la fille et les parents étaient malfamés, je n'épousai pas. On me condamna à une amende considérable, aux frais de Gésine et à pourvoir à la subsistance et à l'éducation d'un enfant provenu des faits et gestes de mon ami le chevalier de Saint-Ouen, dont il était le portrait en miniature. Ce fut un gros garçon dont mademoiselle Agathe accoucha très heureusement entre le 7e et le 8e mois, et auquel on donna une bonne nourrice et dont j'ai payé les mois jusqu'à ce jour. Jacques, quel âge peut avoir votre fils? Le maître, il aura bientôt 10 ans. Je l'ai laissé tout ce temps à la campagne où le maître d'école lui a appris à lire, écrire et où nous allons, et je profite de la circonstance pour payer à ces gens ce qu'il leur est dû, le retirer et le mettre en métier à compter. Ce n'est pas loin de l'endroit. Le maître est un bon père selon les critères du temps. Il a élevé, éduqué et il va établir ce fils que le juge lui a fait. Malheureusement, parce que cela a été écrit dans le grand livre et que Diderot veut évidemment nous montrer quelque chose, ce parfait père social rencontre au domicile du père et de la mère de lait, le père et la mère par le sang. Le père social et le père biologique croisent le fer et ce dernier s'écroule dans son sang raide mort sur la place. L'histoire des amours du maître de Jacques n'est peut-être qu'une invention diderotienne, mais le juriste que je suis ne peut manquer de faire le rapprochement avec un texte extrêmement célèbre, au moins dans le monde du droit. Le discours dans un procès sur une déclaration de Grosse, prononcée en 1770 devant le Parlement de Grenoble par l'avocat général Secran, ami des encyclopédistes, et dont le discours sur l'administration de la justice criminelle a suscité les louanges de Grimm et de Voltaire. On a vu, s'écrire l'auteur, plus d'une fois, de jeunes débauchés se faire le jeu de rejeter le fruit de leur vice sur des hommes irréprochables, sur ces ecclésiastiques pieux et respectés. La prélature elle-même n'a pas été exempte de ces attentats. Ces propos seront repris et développés jusqu'à la nausée, lors de la préparation du Code civil. Voyez Tronchet au Conseil d'État. Autrefois une fille était libre de diriger sa déclaration contre qui elle voulait et ordinairement parmi les hommes qu'elle avait fréquentés, elle choisissait le plus riche pour le faire déclarer père de son enfant. Voyez Bigot préameneux lors de la présentation du projet au corps législatif. Depuis longtemps dans l'Ancien Régime, un cri général était élevé contre les recherches de paternité. Elles exposaient les tribunaux aux débats les plus scandaleux, aux jugements les plus arbitraires, à la jurisprudence la plus variable. L'homme dont la conduite était la plus pure, celui-là même dont les cheveux avaient blanchi dans l'exercice de toutes les vertus n'était point à l'abri des attaques d'une femme impudente, ou enfin le tribun Lahari, lors de la communication officielle au tribunat, que de femmes impudentes osaient publier leurs faiblesses sous prétexte de recouvrer leur honneur. Combien d'intrigants, nés dans la condition la plus abjecte, avaient l'inconcevable... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.